Mais ce qu'il y a, c'est quoi là, on rentre de nouveau dans des nouveaux métiers. Donc, parce que jusqu'à maintenant, si je prends un dessinateur qui devient modeleur, il rajoute une partie d'information, peut-être, qui peut être compliqué aussi. Hein, c'est des nouveaux logiciels, c'est une nouvelle façon de penser, voilà. Puis maintenant, on vient lui dire qu'il faut gérer encore des bases de données derrière. Ça pourrait commencer à devenir compliqué, quoi. Mm-hmm. Et c'est aussi à ça qu'il faudra être attentif, c'est que les gens arrivent à suivre ça. Cet épisode est la deuxième partie de l'interview avec Joël Joron et Johan Gigondet du groupe RWB. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, tu ferais mieux d'aller la consommer avant. Et si tu souhaites les contacter, leurs informations de contact sont dans la description. Bonne écoute. On a parlé d'organisation, puis d'évolution des gens, mais aussi on peut poser la question sur la technologie. Comment organiser cette veille technologique dans votre groupe ? On agit principalement par opportunité. À travers cette commission BIM et à travers nos projets, on s'attend aussi à ce que les collaborateurs viennent avec des idées. Et dès qu'il y a une idée, on agit par opportunité. La veille technologique, c'est un vrai sujet. On pourrait y passer toutes nos journées à faire de la veille technologique. Il y a chaque fois un nouveau logiciel qui sort, avec des nouvelles fonctionnalités, etc., lequel on choisit, pourquoi on choisit celui-là, pourquoi on choisit pas celui-là. Comme je disais tout au début de l'entretien, au bout d'un moment, il faut prendre une direction et puis il faut y aller. Et puis, peut-être qu'on se plante, peut-être qu'on se plante pas. On a fait l'exemple avec, on a voulu mettre en place une plateforme collaborative, ou plutôt un programme de collaboration, plutôt, c'est le bon terme, pour permettre une meilleure collaboration entre les chefs de projet et les modeleurs. Et avec Joël, on a cherché X logiciels. Au bout d'un moment, on a tranché. On a dit, c'est BIMTrack, on y va, feu. On a appliqué. Est-ce que c'est le bon outil? Avec le recul, on aurait tendance à dire oui, mais il y a plein d'outils qui sont sortis entre le moment où c'est qu'on a choisi BIMTrack et aujourd'hui. Et potentiellement, on pourrait refaire cette analyse encore une fois. Puis tous les 3 mois, il y aurait de nouveau un outil qui arrive sur la table. Donc, la veille technologique, elle est compliquée. Il faut surtout pas, en tout cas, se dire le lundi matin, je fais la veille technologique. Je pense qu'il faut être ouvert et puis il faut agir par opportunité. Des fois, on est impliqué sur un projet où on a un concurrent qui utilise un outil. Il faut s'y intéresser et puis voilà. C'est plutôt comme ça que je la vois. Toi, tu le fais le soir? Moi, je fais le soir, ouais. Non, c'est un peu ça. C'est plutôt de l'intérêt. Puis effectivement, on tombe sur un article, on tombe sur quelque chose, on voit des noms, comme à la conférence BIM, tout d'un coup, on voit un logiciel qui est utilisé, vite voir quelles sont ses capacités, peut-être ça correspond à des besoins qu'on a. On voit, typiquement, on essaie de travailler de plus en plus avec les nuages de points, mais ça amène aussi des problématiques, et puis ces problématiques, une partie, c'est du logiciel, quoi. Ouais. C'est clair qu'il y a une partie des personnes, il y a de la partie de la formation, des choses comme ça, mais il y a aussi des logiciels. À un certain moment, on peut pas le faire sans ces logiciels. Et du coup, là, on se dit, on a vu ce logiciel, c'est celui que beaucoup de monde utilise, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur? Est-ce que c'est le plus adapté à nous? Parce que c'est pas parce que les gens l'utilisent le plus que c'est le plus adapté. Je veux dire, un architecte qui fait un passage d'Archicad vers Revit, par exemple, parce qu'il se dit il y a beaucoup de monde sur Revit, c'est pas sûr que ce soit le meilleur choix pour lui, parce que Archicad est peut-être tout à fait adapté à ce qu'il fait. C'est pas parce que la majorité sont sous Revit que ça va mieux. Donc il faut toujours garder, je pense, ce côté aussi, je sais pas comment dire, mais de faire attention, pas parce que tout d'un coup on a vu quelque chose, on s'emballe. On a un petit peu ces discussions en cours maintenant sur la partie logiciel infrastructure. Parce qu'on a un logiciel, il y en a d'autres sur le marché qui semblent pour certaines choses meilleurs, mais en même temps, on peut pas les comparer forcément du un par un parce qu'il y a personne qui connaît bien les deux logiciels pour dire oui, là il y a vraiment quelque chose à gagner là. Et puis après, à nouveau, ces coûts financiers qui rentrent en compte. Nouveau logiciel veut dire une quinzaine de personnes où il faut reformer sur un nouveau logiciel, donc c'est de la perte de productivité. C'est pour gagner combien? Et c'est vrai que ça, il faut faire attention, on ne sait pas s'emballer là-dedans. Puis on voit que les méthodes BIM amènent beaucoup de logiciels avec les coûts qui vont avec. Et puis ça, il faut aussi les absorber sur les projets parce que c'est des honoraires qu'on a en moins. Ouais, et du coup, tu fais comment pour estimer combien la plus-value?
C'est difficile. Hein, c'est ça, la plus-value, c'est très compliqué à voir, c'est ça. Soit c'est quelque chose de vraiment direct, on sait que c'est une opération qui va prendre moins d'heures et puis on peut le chiffrer vraiment. Ou soit, comme là, l'outil de collaboration, on s'est même pas vraiment posé la question du nombre d'heures. Nous, c'était juste logique d'améliorer la coordination en se disant que on peut pas demander au chef de projet d'aller se promener sur Revit pour aller voir qu'est-ce qui va pas, parce qu'il aura pas, on veut pas le former sur Revit pour aller voir tant un modèle. Donc, autant le mettre sur une plateforme qui est en ligne. Il y a accès quand il veut. Il peut aller voir ses choses. Il fait ses annotations s'il voit des choses qui vont pas. Le modeleur, il a toutes les informations. Et puis, ça simplifie pour tout le monde. Parce qu'il peut le faire à n'importe quel moment, il n'a pas besoin que le modeleur soit à côté, il va pas s'énerver parce qu'il n'est pas capable de faire une coupe et puis de comprendre pourquoi il y a des éléments qui apparaissent pas, puis d'autres oui. Enfin, voilà, je pense que c'était vraiment dans cette idée-là. Mais par contre, on s'est rendu compte que on pensait qu'on pourrait aller un peu plus loin, par exemple du côté infrastructure, mais qu'en fait, on est plutôt limité pas par l'outil, mais par la manière de travailler des gens. Et puis qu'il y en a encore beaucoup qui sont sur de la notation plan papier, puis que du temps qu'on n'arrive pas à trouver un équivalent à ça, mais ils vont pas partir sur le modèle 3D. Okay. Donc peut-être que là, il faut trouver un autre logiciel qui permette de contourner un peu ça. Ouais. Ok. Puis quels sont les axes ou domaines de recherche actuels? Alors, comme j'ai dit, il y a 3 axes dans la stratégie. Il y a le premier axe qui était la partie technologie, les outils. Il y a l'axe organisationnel qui est plutôt axé sur la culture BIM, l'information. Et puis on avait un axe. C'est tout ce qui est équipement. Stratégique, merci. J'ai oublié. L'axe stratégique dans lequel il y a la veille légale, la veille technologique. Mm-hmm. Et on avait défini en 2020 4 axes qui étaient quelque part, on a appelé ça l'automatisation de la modélisation, donc pour essayer de gagner en productivité, automatiser certains processus de modélisation. Vous connaissez un petit peu le thème. On avait un axe qui était le BIM Infra parce que RVB est actif dans le domaine des infrastructures, de manière générale, mobilité infrastructure. Depuis 80 ans, c'est un domaine qui est important chez nous. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on soit précurseur dans ce domaine précis-là. Donc, pour nous, c'était un axe qui était important, qu'on a mis sur la table. Il y avait un axe qui était l'IFC. Avec Joël, on est des convaincus de l'OpenBIM. Donc, on est convaincus que l'IFC est la solution future et le format qui va être appliqué par tout le monde. C'est normes, etc. Enfin bref, je rentre pas non plus dans les détails. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais c'était un axe. Pour nous, on doit comprendre comment fonctionne un IFC. On doit comprendre comment faire des exports. On doit comprendre comment traiter un IFC, etc., etc. Donc là, c'est un sujet à part entière. Hein. On pourrait y passer toute l'année là-dessus. Puis le dernier axe initial, c'était le BIM en exploitation, parce qu'on est aussi assez convaincu que l'utilisation de la maquette numérique en tant que jumeau numérique pour l'exploitation et la maintenance a un avenir. En tout cas, la donnée dans la maquette a un avenir, le modèle d'information. Voilà, c'était les 4 axes qu'on avait définis au début. Entre-temps est arrivé le BIM to field, donc le BIM sur le chantier. Là aussi, on a du mal à le mettre en place parce qu'il nous faut absolument des directeurs déjà le projet et le directeur de travaux qui a envie de tester des choses. Ouais. On peut pas imposer, tiens, tu vas me tester Dalux et puis, moi j'ai pas envie. Si, tu vas me le tester, ça marchera pas. Donc on n'a pas encore trouvé le bon projet avec la bonne personne, mais je pense que ça va arriver. On y était presque. Hein. On y était presque. Et puis il y a encore un dernier thème qu'on a mis sur la table, c'est tout ce qui est, alors c'est pas vraiment du BIM, mais c'est tout ce qui est laser scanning, traitement des nuages de points, modélisation des bâtiments existants. On a une société qui s'appelle Nevis qui fait beaucoup ça. Et là, je pense qu'il y a aussi un axe de recherche qui est très important, parce que ces nuages de points, c'est bien, mais voilà, on ne voit pas simplement un appareil et puis après on envoie le nuage de points. C'est pas si simple. Pas si simple du tout. Pas si simple du tout. C'est toujours qu'une étape intermédiaire, je veux dire, entre l'acquisition puis finalement le modèle. La bonne acquisition. Bien sûr, ouais. Non, c'est clair, il y a une bonne acquisition à faire, il y a un bon assemblage à faire. Puis après, finalement, un nuage de points, c'est une donnée morte. Exact. Il faut pouvoir convertir ça en objet pour pouvoir y associer des données. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un post-traitement assez massif à faire pour arriver à quelque chose d'exploitable. Ouais. Qui plus est, on voit des fois, on estime que
modéliser à partir d'un nuage de points, au-delà de la maîtrise des outils, c'est facile. Mais si on n'a pas de connaissance métier de ce qu'on modélise, on est mort. Ouais. Donc ça, c'est encore une complexité, je trouve, dans la modélisation du bâti existant. Et il faut comprendre comment le bâtiment est construit. Pour les IFC, moi j'ai suivi dernièrement un cours. Alors c'est vraiment sur la structure du schéma IFC qui est donné par l'entité un peu Building Smart, mais Luxembourg. Tu m'avais envoyé le lien. Je t'avais envoyé le lien si jamais, qui est assez intéressant. C'est 3 grosses demi-journées en gros, où là l'idée, alors on parle pas du tout de comment on modélise ou ce genre de choses, mais c'est vraiment ouvrir un IFC, voir comment c'est structuré, à quoi ça correspond l'entête, les données, comment est décrit la géométrie dans un IFC, puis finalement aussi venir détecter les problèmes qu'il pourrait y avoir dedans, d'où ils viennent, et puis mieux comprendre l'interprétation d'un IFC par une visionneuse ou un logiciel. Donc ça, c'est vrai que pour ceux qui veulent un peu mieux comprendre comment ça marche, c'est déjà une bonne base pour mettre le pied à l'étrier. Oui. Ok. Concernant l'innovation puis la recherche et développement, justement, donc vous vous occupez plutôt de tout ce qui est BIM, mais finalement, quand on parle de numérisation des entreprises ou de digitalisation des entreprises, c'est beaucoup plus large que ça pour moi. Comment c'est géré au niveau du groupe, par exemple au niveau de l'informatique? Un changement. Et puis, est-ce que vous avez un exemple de fraction du budget alloué? Enfin, tu avais parlé de 1% pour le BIM. Au niveau de l'innovation ou bien du numérique, est-ce que c'est un autre budget ou comment c'est géré? C'est une multitude d'autres budgets. En fait, il n'y a pas vraiment de centralisation. On a ouvert les yeux il y a très peu de temps. On a discuté au conseil d'administration il y a une semaine. Ouais, je crois une semaine. C'est à la conférence BIM que ça m'a fait le déclic. En fait, je me suis dit, mais le BIM, c'est une chose, mais finalement, la digitalisation de notre métier en est une autre, et le BIM fait partie de cette digitalisation. Donc, j'ai déjà un petit peu abordé ça au sein du conseil d'administration en leur disant, voilà, le BIM, c'est une brique. Il y aura d'autres briques qui vont arriver, et je pense que ça serait intéressant de centraliser et d'avoir un budget non plus BIM, mais un budget digitalisation de nos métiers, parce que je différencie encore deux types de digitalisation. Il y a la digitalisation de nos métiers dans nos projets, nos processus, nos outils, etc. Et il y a la digitalisation de toute la partie administrative d'une entreprise. Et là, en l'occurrence, c'est un collègue qui s'occupe qui a voté la semaine passée ce fameux budget pour la digitalisation de notre partie administrative. On parle d'ordinateurs à distance, toutes ces choses-là, ou signature électronique, tous ces thèmes-là qui sont purement administratifs. Et je pense que dans le courant de l'année 2023, j'en ai déjà un petit peu parlé à la commission BIM, nous devons intégrer la digitalisation de manière générale, la gestion de l'information, la gestion de la donnée, etc., etc. Les drones, le laser scanning, tout ça, ça doit être commun. Ouais, c'est vrai, l'analyse des données, même rien que les backups, en fait, je veux dire, même l'IT, pour moi, finalement, c'est une partie qui devient quand même essentielle dans notre métier, d'avoir du bon hardware, du bon software, tout ce qui est, on va dire, réseau, plateforme, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus des réflexions globales, parce qu'on travaille avec des écosystèmes de logiciels, puis plus avec des logiciels où les gens arrivent le matin, pressent sur un seul bouton, et puis finalement, ils restent que dans un outil pendant 8 heures. Donc, pour moi, c'est comment aussi on fait naviguer l'information d'un outil à l'autre, d'une personne à l'autre, réutiliser cette donnée. Donc, c'est un travail à 100%. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un gros travail. Hein. Donc, on a un responsable informatique, on a un responsable du domaine système d'information qui a pris cette partie-là à cœur, parce que et lui, il va justement essayer de coordonner, de centraliser toutes nos petites sociétés pour amener une digitalisation de la partie administrative qui sera commune entre les sociétés. Et j'espère que l'année prochaine, on parlera aussi de la digitalisation de nos métiers à travers un budget. Mais voilà, je suis toujours la personne qui vient avec des nouveaux budgets. On peut pas investir dans tout. Mes collègues de l'énergie veulent un budget énergie, de l'eau, ils veulent un budget eau potable. Enfin,
il faut prioriser au bout d'un moment, mais on est convaincu qu'il faudra qu'on s'y intéresse à court terme. Et que surtout, on va commencer à générer beaucoup de données. Et puis que cette donnée, on va pouvoir les croiser aussi. Je vois, je prends dans le domaine de l'énergie, on a des logiciels de simulation de réseau mécanique, de simulation hydraulique. On a de la donnée qui sort de ces deux-là. Pour le moment, chacun est sur sa base de données, puis ces informations sont là. Mais un jour, on va devoir les croiser. Parce que c'est là qu'on aura le gros gain. Là, on fait, d'un côté, on a un gain, de l'autre, on en a un. Mais on pourra avoir un encore plus gros gain si on arrivait à tout mettre ensemble. De réussir à tout mettre ensemble pour profiter, en fait, de ce qu'on crée. C'est vrai que c'est comme toutes ces grandes entreprises internationales, ils créent de la donnée un peu là, puis en fait on voit que ça devient intéressant quand on interconnecte le tout. Et puis c'est vraiment l'idée de se dire que on va pouvoir en faire quelque chose d'encore plus poussé et d'avoir des solutions qui sont encore plus complètes en ayant la maîtrise de tout ça. Ouais, puis rien que la réutilisation des données, alors il y a des axes un petit peu qui m'intéressent, mais c'est vrai que on dit toujours qu'un projet, on va dire, qu'on fait, c'est toujours un prototype, mais finalement, ça reste quand même des éléments qu'on connaît, ça reste, des éléments à peu près standards, même si on les assemble différemment, avec des problématiques peut-être un peu propres au projet, mais on arrive quand même à sortir, j'ai l'impression, si on a assez de données, des tendances, pour pouvoir aussi mieux peut-être planifier, puis mieux développer nos futurs projets. Les choses qui ont bien fonctionné, finalement, on peut peut-être y mettre un petit peu plus de poids. Et puis les choses qui ont moins bien marché, finalement dire dans les prochains projets, peut-être que ça, on devrait un petit peu moins en faire. Donc si on arrive à mieux comprendre nos données, mieux les analyser, ça permettra à terme de faire aussi peut-être des meilleurs projets pour nos clients. Et puis aussi de mieux optimiser en fait sur quoi on doit vraiment passer du temps sur les projets. Donc pour le futur, c'est vrai que ceux qui sauront mieux exploiter leurs données, ils auront un avantage, j'ai l'impression. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est quoi là, on rentre de nouveau dans des nouveaux métiers. Donc, parce que jusqu'à maintenant, si je prends un dessinateur qui devient modeleur, il rajoute une partie d'information, peut-être qui peut être compliqué aussi, c'est des nouveaux logiciels, c'est une nouvelle façon de penser, voilà. Puis maintenant, on vient lui dire qu'il faut gérer encore des bases de données derrière, ça pourrait commencer à devenir compliqué, quoi. Mm-hmm. Et c'est aussi à ça qu'il faudra être attentif, c'est que les gens arrivent à suivre ça. Est-ce qu'il y a des objectifs d'innovation qui sont, justement, on a parlé peut-être un peu des entretiens de fin d'année, est-ce qu'il y a des objectifs d'innovation qui sont alloués à des employés ou à tous les employés de votre structure, ou à l'heure actuelle pas? On avait à l'époque parlé d'un Innovation Lab chez RVB, de se dire est-ce qu'on crée une cellule innovation. On avait finalement décidé que c'était pas la bonne manière pour plein de raisons, mais la raison principale c'est qu'on a X domaines d'activité stratégiques et puis qu'on peut pas mettre des gens dans une pièce puis leur demander d'innover, évidemment. Donc on essaye de laisser la place. Après, c'est chaque directeur qui va l'appliquer différemment sur sa société, mais on essaie de laisser la place à l'innovation sur nos projets réguliers. Et puis, on récompense chaque année le groupe RVB. On sollicite nos collaborateurs en octobre pour leur demander est-ce que vous avez des choses innovantes que vous avez faites durant l'année. Ils proposent ces projets au conseil de direction. Et le conseil de direction élit un projet ou un groupe de personnes, et puis on récompense l'innovation de cette manière. Mais le problème, d'une manière générale, c'est que on a du mal à sortir la tête de l'eau, on a la tête dans le guidon, et puis on laisse assez peu de place à la créativité de manière générale, parce qu'en fait, on est sans arrêt en train de courir après le retard qu'on a accumulé les semaines précédentes. Je sais pas vraiment comment faire. Il faudrait pouvoir toujours dire, un collaborateur, il a 5-10% de disponibilité pour rêvasser, parce que c'est en rêvassant peut-être qu'on innove, je sais pas. Toi, tu prends du temps, toi, de ton côté? Ouais, mais c'est du temps qui est vraiment clairement en dehors du temps de travail, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a toujours le projet qui passe avant tout. Donc c'est vrai qu'on fait passer le projet. Après, moi, j'aime ça, donc ça me dérange pas de passer du temps à côté, mais je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde. Et puis que du coup, si on n'alloue pas du temps spécifique à ces gens-là sur leur temps de travail, ils n'arriveront pas à travailler là-dessus. Ça, c'est sûr. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué. Ouais.
faut essayer de pas mettre trop une pression sur la rentabilité des projets, parce que si on met trop de pression sur la rentabilité des projets, il y a évidemment pas de place pour l'innovation. Je pense que la première chose à faire, et c'est pas évident, évidemment, je suis même pas sûr que je l'applique moi-même. Et la deuxième chose, c'est, moi je pense, on en revient à ça, mais cette ouverture d'esprit du directeur ou du chef de projet par rapport à un chef de projet adjoint, un modeleur qui viendrait avec une idée. Allez-y, on teste, on prend le risque. Je pense que c'est important. Et puis on en parlait justement avec Patrick dans un autre épisode, Rideau, où on disait il y a beaucoup de structures qui dépendent pour leur innovation de quelques personnes passionnées, qui, comme tu le fais toi, Joël, qui aiment ce qu'ils font, aiment aller chercher des solutions, puis finalement ça devient des fois presque un jeu, ou on va dire vraiment une passion annexe. Et puis, il y a une grosse partie de cette innovation recherche qui se fait sur du temps perso, en fait. Et il y a beaucoup de structures, en fait, qui dépendent de ça pour vraiment que ça avance. Alors, je sais pas si c'est que dépendent uniquement de ça, mais disons qui en profitent. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui bénéficient, on va dire, d'avoir des gens comme ça passionnés. Puis c'est fou de voir des fois des tout petites structures où il y a une ou deux personnes qui tirent le train, quoi. Ouais, qui font énormément d'avance. Mais comme tu dis, il faut leur laisser la possibilité de proposer des nouvelles solutions. Et puis dire, OK, t'as découvert un nouveau truc, peut-être sur ton temps libre. Enfin, finalement, on sait pas. Mais par contre, quand on le propose, être ouvert à laisser la personne tester de nouvelles choses. Être ouvert à ce qui se plante. Aussi. Ne pas lui reprocher de s'être planté. Ouais. Évidemment. Après, comme tu dis, dans une entreprise de 100 personnes, il y en a peut-être 10, 15, je sais peut-être beaucoup, qui ont cette âme d'innover et puis de vouloir changer. Il y en a, c'est ancré au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas changer. Donc, à ceux-là, tu peux pas leur demander d'innover. Donc, il faut vraiment laisser la possibilité aux gens qui ont ce feeling de vouloir changer, vouloir innover. Ceux-là, il faut leur laisser la place, c'est très important. Mais je pense qu'à un moment, les personnes qui ne veulent pas forcément faire plus d'innovation que ça, il faut qu'on leur mette en fait un cadre. Ça veut dire qu'il faut peut-être changer ce cadre en disant, à partir de maintenant, on va mettre ça aussi en place. Mais que ce soit quelque chose qui soit tout cuit, quoi, qui soit prêt, qui puisse l'appliquer un peu du jour au lendemain. Je prends l'exemple d'un gabarit de projet, tout bêtement. Je dirais à des gens, ils vont jamais aller voir dans les paramètres s'il y a des choses à changer. Eux vont attendre qu'on leur donne la nouvelle version du gabarit pour dire, voilà, à partir de maintenant, vos épaisseurs de traits, elles ont changé. Et puis, il y a des gens, ça leur va très bien. Tu parlais tout à l'heure, justement, où vous faites un appel, on va dire, à projets innovants ou bien à nouvelles méthodes dans l'entreprise une fois par année. Un petit peu aussi, ça peut être vu comme un challenge pour les employés. Comment on fait la promotion puis la communication de l'innovation, justement? Ça, c'est une méthode de le faire, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens un peu de mettre en avant cette innovation ou bien d'essayer de promouvoir les bonnes choses et les tests qui ont été faits durant l'année? Si on prend le cas précis du BIM, on a des groupes de travail où on teste des choses systématiquement parce qu'il y a des idées qui viennent un peu de partout, que ça soit dans du rendu 3D, par exemple. Voilà, je ne veux pas citer d'exemple parce qu'il y en a tellement, mais on a des groupes de travail à qui on demande de tester des choses et suivant le test, on essaie de le communiquer à travers. C'est notre façon de procéder à travers la commission BIM qui elle-même doit retranscrire ces bons retours d'expérience et essayer de les appliquer sur les projets à leurs collaborateurs. C'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Et souvent, quand je vois vraiment qu'il y a une innovation qui est arrivée sur la table d'un groupe de travail, j'en parle aussi au conseil de direction, je partage ces choses-là, ou voire même, ça nous arrive aussi de diffuser. On a une adresse mail, collaborateur général, on diffuse à tout le monde. Puis là, on peut partager des bonnes expériences, je pense que c'est important. Et j'en ai parlé aussi au début, on a ces fameuses plateformes d'échange. Je ne sais plus combien on en fait par année. À l'époque, on en faisait 4 par année. Je crois qu'avec le Covid, ça a un peu diminué, mais sauf erreur, on en fait toujours 4 par année. Ouais, donc on en fait 4 par année. Et puis, dans le cadre de ces plateformes d'échange, on doit laisser la place à des présentations d'innovation, qu'elles soient petites ou grandes, parce que
Mais ça, c'est quoi? C'est un peu des séminaires internes à l'entreprise où tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Possibilité de participer en présentiel ou en visioconférence. Souvent, il y a un thème qui est défini. Souvent, c'est un thème qui est en lien avec nos domaines d'activité. Donc, ça va être le thème environnement, etc. Et puis là, il y a des présentations qui sont faites principalement par des collaboratrices internes, parfois des gens qui viennent de l'externe. Et c'est comme ça qu'on essaie de partager les bonnes pratiques, si on veut. Ou même les retours d'expérience négatifs. On a un peu du mal à le faire, mais on devrait plus le faire. Parce que c'est aussi un retour d'expérience intéressant. Ouais. Mais du coup, une question sur ça, c'est que faites-vous des tests qui n'ont pas fonctionné? Vous avez communiqué, mais du coup, avec cette communication, c'est quoi le retour d'expérience? Comment vous l'apprenez? Comment vous apprenez de vos échecs? En essayant de ne pas le répéter. Déjà, c'est sûr. Mais si on prend un exemple concret, on est fragmenté, on a aujourd'hui encore des serveurs par société, on a mis en place des bibliothèques d'objets pour d'autres logiciels qui sont disparates. Il y en a une partie en Valais, une partie à Fribourg, etc., etc. Donc pour Revit, on s'est dit avec Joël, on va pas commettre cette même erreur. Qui plus est, personne n'a de bibliothèque existante vu que Revit n'existe pas encore chez nous. Donc on a mis en place Revit. Puis en parallèle, on a tout de suite cherché une solution pour centraliser une bibliothèque. On a choisi une plateforme cloud pour ça. Ben, ça a pas marché. Ça a pas marché pour X raisons. Déjà, créer cette bibliothèque nous a pris du temps. Le logiciel, parfois, il fonctionne pas. C'est le plugin qui bug. Les gens n'appliquent pas les standards. Et puis, on était en train gentiment de retourner vers des bibliothèques décentralisées qui n'ont plus aucun contrôle ni validation. Une vanne va être pourtant la même va être différente en Valais qu'à Fribourg, etc., etc. Ben, là, typiquement, on a un groupe de travail pour cette bibliothèque. On a dit, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place ne fonctionne pas. Et puis, on corrige tout de suite. On a mis en place de nouvelles procédures. Et puis, on fait des bilans tous les 3 mois, sauf erreur, du fonctionnement de ce qu'on a mis en place. Puis, quand ça fonctionne pas, ben, on s'entête pas à dire on s'est pas trompé, on dit on s'est trompé, ça fonctionne pas, comment corrige-t-on? On corrige, puis voilà, on avance comme ça. Ouais, ok. Ça, ouais. Et puis, tu avais parlé un petit peu avant justement d'environnement, enfin on a dit, voilà, l'échec, faut aussi le tolérer, on a dit, quel est l'environnement à mettre en place pour permettre justement toutes ces innovations et puis la mise en place de nouveaux outils, enfin peut-être... Comment toi tu fais pour dire je me sens à l'aise dans la proposition, enfin qu'est-ce qui est important pour toi pour dire je me sens à l'aise dans la proposition de nouveaux outils ou nouvelles méthodes de travail, puis peut-être après pour toi qu'est-ce que tu essayes de mettre en place pour permettre ça? Je pense déjà on communique pas mal vu que pour le moment on est une équipe BIM on va dire réduite, c'est encore facile de communiquer quand on doit faire des séances à 5-6 personnes, c'est encore tout à fait organisable, on arrive à avoir des vraies discussions et tout ça. Peut-être le jour où on sera 25, ça sera un peu différent. Mais disons là, on a une petite équipe, ce qui permet de discuter et puis que chacun puisse donner son avis. On est tous du domaine du technique. Maintenant, il manquera ce côté infrastructure qui devra venir aussi, je pense, un peu par après. Maintenant, c'est clair qu'on se concentre sur la partie technique, mais on se comprend tous. Et puis, on a un peu les mêmes attentes. Je vois quand même qu'on est assez sur les mêmes attentes. Puis du coup, quand il y a une proposition, en général, elle passe assez facilement parce que c'est pas quelque chose qui a été poussé comme ça. S'il y a un nouveau logiciel, par exemple, qui doit arriver, en général, avant qu'il soit là, on en a déjà discuté longuement avant, on a déjà fait un peu des comparatifs, discuté avec eux. Et puis, on l'a pas lancé d'un jour comme ça, puis dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. On fait des POC, on fait ces fameux groupes de travail. Donc, il y a la commission BIM. En dessous de cette commission BIM, il y a des groupes de travail dans lesquels le président ou le leader de ce groupe de travail fait partie de la commission BIM. On essaie de remonter tous ces retours d'expérience, mais on fait énormément de POC, comme on dit. Voilà, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis jamais, voilà, c'est toujours la même chose, jamais forcer les gens, quoi. On voit que si on force, c'est fini. Ils vont se braquer et puis ça va être... voilà. Ouais. Puis comme là, dans le cadre de la bibliothèque, par exemple, on a vu que les gens revenaient un petit peu aux anciennes méthodes de garder ça sur des explorers et tout ça.
On se dit, OK, on n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, que tout le monde puisse publier directement sur la bibliothèque en ligne. Et on reprend une solution intermédiaire. On dit, OK, maintenant, on réautorise le fait de travailler sur des serveurs locaux. Et il y a une personne qui s'occupe de centraliser ça et de recréer une bibliothèque. Parce qu'en fait, on voit que c'est un cycle qui est, pour ce cas-là, c'est un cycle qui est vicieux parce que la bibliothèque, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Du coup, les gens, au fur et à mesure, ils vont plus voir parce ils se disent, de toute façon, je vais pas trouver ce que je cherche, donc pourquoi est-ce que j'irai le voir? Et puis, en même temps, en parallèle, ils se créent leur petite bibliothèque et puis ils disent, là-dedans, je sais comment je trouverai. Tandis que si cette bibliothèque-là, on l'a fait un peu disparaître gentiment pour la faire monter sur le cloud, on devrait inverser la tendance. C'est ça qu'on cherche, en fait, c'est de se dire, OK, maintenant, vous travaillez comme ça. Provisoirement, on va continuer à travailler comme ça, mais on va faire une transition en douceur vers le cloud et se dire, le jour où vous trouverez tout ce que vous avez besoin sur le cloud, vous arrêterez de travailler en local parce qu'en fait, avec les plugins intégrés et tout ça, ça devient plus facile de travailler sur le cloud que d'aller chercher dans un serveur. Donc, c'est un peu l'idée quand même de la démarche, c'est de se dire, OK, ça n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut corriger pour revenir là-dessus. Mais du coup, tout le monde peut fournir ces objets sur la bibliothèque. Et il y a une personne qui centralise le tout pour après justement faire une mini validation, on va dire, de ces éléments-là et de les mettre à disposition sur ce cloud. Okay. Puis après, faudra qu'on communique aussi plus, de dire voilà, il y a des nouveaux éléments, merci d'aller voir dessus pour essayer de faire disparaître ces dossiers Explorer un peu à gauche à droite. Mm-hmm. Et du coup, la personne doit aussi contrôler que ces objets correspondent à une charte ou c'est ça. Donc on a mis un certain nombre de critères. Là aussi, au départ, on était parti sur des critères un peu trop élevés, famille paramétrique, avec des informations, avec des choses. Puis on se rend compte qu'en fait, dans les projets, c'est comme toujours, on n'a pas le temps de créer des belles familles, tout ça. Donc on crée une famille qui va très bien pour ce projet, qu'on utilise là, et du coup, si celle-là, on la met dessus, parce que la fois d'après, on peut quand même la réutiliser, c'est déjà du temps de gagner. C'est déjà un peu de temps optimisé au lieu de la redessiner, même si elle n'est pas parfaite. Et on prend un peu de cette idée-là, puis de se dire que avec le temps, ça devrait aussi pouvoir s'améliorer. Non, on avait pris une direction qu'on a remarqué en cours de route qui était fausse. Ouais. On a corrigé. Ouais. Mais voilà. En plus d'être un groupe fragmenté, on a vu un petit peu, parce que forcément on allait voir votre site internet, vous avez incorporé des sociétés dernièrement, ou en tout cas ces dernières années. Elles utilisent certainement d'autres outils ou d'autres méthodes de travail que ce qui était peut-être le plus régulier au sein du groupe. Comment c'est géré ces nouvelles façons de travailler qui débarquent tout d'un coup dans le groupe? Est-ce que vous apprenez finalement de ces compétences-là? Est-ce qu'il y a un audit qui est fait? Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à dire on a une façon de faire chez RWB et puis les groupes ou les entités qui sont intégrés, on va dire, au groupe, viennent plutôt faire la même chose? Là, c'est pas vraiment mon rôle. Là, c'est plutôt le rôle de la direction du groupe d'intégrer ces nouvelles entreprises. Mais évidemment qu'on a mis en place au sein du groupe des outils, typiquement un ERP. Et évidemment que les entreprises qui arrivent dans notre groupe doivent forcément utiliser les outils qu'on a mis en place. Donc, il y a une partie des choses où on va évidemment imposer à la nouvelle société d'utiliser les outils qui sont mis à disposition pour le groupe. Par contre, je pense qu'on est extrêmement agile sur les façons de travailler et voilà, il y a des nouvelles sociétés qui arrivent avec des nouvelles façons de travailler. Je parle au nom du groupe, peut-être je devrais pas, mais le directeur général, en tout cas, n'impose pas tout à cette société. Elle va s'intégrer gentiment, etc., etc. Mais il y a des outils qui doivent être utilisés, évidemment, par les nouvelles sociétés qui arrivent. Après, encore une fois, il y a ces plateformes d'échange. Souvent, quand une société arrive dans le groupe, la plateforme d'échange lui est dédiée, si on peut dire ça comme ça. Elle présente ses activités et puis on fait connaissance comme ça. Est-ce que vous avez une stratégie commune au niveau justement des logiciels? C'est en train d'être mis en place. À travers la commission BIM, tout ce qui touche à la modélisation 3D généralement revient à cette commission BIM et là on a une stratégie commune, on réfléchit ensemble. Et puis pour les autres logiciels, c'est en train de se mettre en place. Après il y a beaucoup de logiciels métiers où là c'est compliqué.
Parce que chaque métier a son logiciel de calcul ou autre. Et puis là, on est obligé de, je pense, laisser cette liberté-là de travailler. Ouais, c'est clair. C'est un langage comme moi, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a toujours le bon outil pour la bonne tâche. D'essayer de trouver un outil qui fait tout. Souvent, c'est un outil qui fera tout, pas très bien. Ou voire même pas tout. Puis finalement, on va contraindre des gens à utiliser un outil qui leur plairont pas, qui vont les frustrer. Finalement, si on met ça côté mécanique, quand on va chez un mécanicien, il a une boîte à outils, il n'a pas un tournevis. Ouais. Donc finalement, quand il doit serrer un boulon, il prend une clé, il prend pas un tournevis, encore une fois. C'est ça. Donc c'est vrai que d'avoir, je pense, une multitude d'outils qui font très bien ou de façon excellente leur travail, c'est souvent plus performant, mais ça nécessite un peu plus des spécialistes. Et puis c'est plus compliqué au niveau de la gestion des ressources. Donc ouais, c'est toujours difficile de jauger le curseur où c'est qu'on se met. Ouais, nous ce dont on est attentif, c'est que si on a besoin d'un logiciel pour dessiner de la tuyauterie, ça doit être le même logiciel à Fribourg, à Valais, qu'à Neuchâtel. Si on a besoin d'un logiciel pour tout ce qui est génie civil, c'est un seul et unique logiciel. On a eu ce débat il y a pas longtemps. Joël l'a mentionné. On utilise aujourd'hui Mensura. Question se pose de partir sur Civil 3D. Il y a une chose dont j'ai été assez clair, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. On commence pas à s'amuser à avoir deux logiciels différents au sein d'une même entité. Ça veut dire double formation, double entretien du logiciel et tout ce qui gravite autour. Ça veut dire des gens qui maîtrisent un logiciel et pas l'autre. Donc, quand il y en a un qui part, on peut pas donner à l'autre. Non. Donc là, on doit avoir une stratégie commune. Et c'est le but du conseil de direction du groupe. Ouais, donc c'est plutôt un cas d'usage. Finalement, pour un cas d'usage, il y a une solution qui est apportée. Et puis cette solution, elle est mise en pratique partout. Voilà. De nouveau, le fait d'avoir différents corps de métier, ça amène beaucoup de logiciels différents. Et puis de trouver vraiment des logiciels qui font tout, ça se trouve pas vraiment. C'est vraiment la partie modélisation qui reste un peu commune à tous ces métiers. Et puis, avec tout cet écosystème, on va dire, de disciplines et puis de métiers, justement, on a parlé un peu de faire vivre et puis échanger de la donnée. Quels sont les challenges à venir pour l'OpenBIM, selon vous? Si on prend des cas concrets, aujourd'hui, nos collaborateurs qui travaillent dans le génie civil ils utilisent Mensura, et puis les collaborateurs qui travaillent dans le bâtiment ils utilisent Revit. Donc, l'OpenBIM, pour nous, c'est une évidence. On ne peut pas obliger un domaine d'activité stratégique de partir sur une suite logicielle parce que on veut travailler avec le format propriétaire. Qui plus est, c'est pas possible. Le jour où c'est que le BIM intégrera, ou la modélisation 3D arrivera dans l'environnement, dans la géologie, etc. De toute façon, le close BIM, ça n'existera pas. Donc, pour nous, l'open BIM, c'est évidemment l'avenir. Surtout si on part après sur des solutions encore pour l'exploitation. Où là, si on devait avoir un modèle qui vient d'un logiciel natif, qui ne passe pas par un système ouvert, qui soit compatible avec ce logiciel-là, on se réduit encore des possibilités énormes. Ce qui voudrait dire que les fournisseurs de logiciels d'exploitation devraient encore créer différentes versions en fonction de la source de la donnée. Et sur un même projet, on peut encore se retrouver avec différents logiciels. Donc, je prends les projets de STEP, par exemple. On a du Revit, on a de l'Archicad, on a des logiciels de mécanique, on a plein de choses. Donc, déjà, l'IFC est compliqué en soi. Donc, j'ose pas imaginer si on devait rajouter un logiciel d'exploitation qui doit prendre tous ces formats en natif. C'est clair que pour ça, l'IFC ou l'OpenBIM de manière générale, ça sera indispensable. Mais par contre, ça rajoute quand même pas mal de difficultés, en tout cas pour le moment. J'ai eu cette discussion une fois parce que je prends encore une fois cet exemple de la station de traitement de Chambougin où voilà le fournisseur du traitement a fait vraiment partie intégrante du concept global et c'est lui qui a fourni le modèle numérique qu'on a appelé process où il y a toute la tuyauterie, les vannes, les pompes, etc., etc. Ce fournisseur de traitement utilise un logiciel depuis de nombreuses années en 3D, etc., dans lequel il lit la géométrie avec une base de données, il peut faire des schémas PID automatiquement, etc. Et il m'a un jour posé la question, mais est-ce que tu penses qu'on devrait partir sur Revit? Je dis, mais non.
C'est ridicule. Vous avez investi de l'argent, vos processus y fonctionnent, vous avez investi dans un logiciel qui est parfaitement adapté à vos besoins, continuez de le conserver. Alors, le problème, c'est que sur certains projets, on lui exige du Revit. Donc, lui, il se pose des questions. Mais pour moi, ça serait une erreur, alors que tout ce qu'il fournit jusqu'à présent est de grande qualité. Le travail qu'il a fait en dehors du BIM, il est de grande qualité. Pourquoi imposerions-nous l'utilisation d'un logiciel qui n'est pas adapté à son métier? C'est absolument ridicule. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Joël parlait de Archicad pour les architectes. Enfin, pour moi, chaque logiciel a ses spécificités. Et puis, quand on est impliqué dans de la conception mécanique, ben, Revit n'est peut-être pas le bon logiciel. Faut l'accepter. Mais c'est vrai que cette tendance, enfin, j'ai l'impression qu'il y a justement quelques années, certaines personnes qui initiaient, on va dire, le projet BIM, que ce soit des BIM managers, le maître d'ouvrage, peu importe, ils ont peut-être par simplicité, ils ont dit, ben, je veux que ce soit en close BIM parce que tout le monde leur disait à l'époque que c'était plus facile. Mais si on regarde ces 2 dernières années, quasiment le 100% des appels d'offres que j'ai vus, c'est exigeant en Open BIM. Je veux dire, à l'heure actuelle, je connais personne qui gagne vraiment à forcer un close BIM, on va dire, sur les projets. Mais par contre, ceux qui mettent... Alors, moi, je pense qu'il y a un petit peu 2 choses. C'est qu'ils mettent de l'open BIM justement pour pas qu'on leur reproche de faire du close BIM puis de pousser dans des solutions logicielles. Mais dans la réalité, tout le monde est quand même content sur un projet de se retrouver à pouvoir faire du close BIM. Puis de se dire, OK, ben, on va travailler en projet en close BIM. Puis à la fin du projet, on leur exporte des IFC, on leur rend un projet en open BIM. Mais que dans la réalité, si tout le monde pouvait travailler en close BIM, je pense que les gens choisiraient quand même le close BIM. Parce qu'au niveau de la simplicité, c'est quand même... c'est l'écosystème qui va avec, quoi. C'est ça. C'est plus simple. Parce que ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut se dire, il y a beaucoup de gens qui ont appris à utiliser ces logiciels comme Revit et tout, mais il y a ce côté export. Et puis l'export, c'est pas un enregistré sous quoi. C'est pas... Il y a quand même toute une configuration qui fait qu'on comprend pas pourquoi, mais tout d'un coup, une fois ça marche, puis la fois d'après, ça marche pas. J'avais fait l'exemple pour une des formations qu'on a données, c'est de sortir un projet que j'ai fait, dans lequel il y a de la technique, dans lequel il y a du bâtiment, de la structure porteuse et tout ça, et de l'exporter avec 4 MVD différents, et de regarder rien que sur Navisworks, qui pourtant fait partie de la suite Revit, de les ouvrir et de voir le résultat. Et en fait, on a 4 résultats différents. Et le problème là, c'est de se dire, OK, on rajoute un niveau de difficulté pour des gens qui commencent juste maintenant à bien maîtriser la partie logicielle, la partie close BIM, on va dire, on vient leur rajouter ça par-dessus. Et c'est là, je pense, la difficulté. Mais je pense que d'ici 4-5 ans, on parlera plus de ça. Et puis, alors, c'est clair qu'il y a un problème. Il y a une question de maturité, on va dire, dans l'Open BIM, mais il y a aussi, pour moi, un gros défaut, peut-être qui est à corriger, justement, pour profiter de cette maturité naissante, on va dire, de l'Open BIM, qui est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de mettre à jour leur logiciel qu'une fois tous les 1, 2, 3 ans. Et puis en fait maintenant les systèmes de licence ont changé, donc se dire que on est en location quasiment tous, alors en tout cas dans les logiciels on va dire payants, donc ça veut dire qu'on a la possibilité chaque année de mettre à jour ou tous les X mois de mettre à jour, et ces logiciels on les a beaucoup décrits pour leur incapacité à fournir des nouveautés. Typiquement, quand on voit les lettres que se prennent Autodesk ces dernières années par rapport au manque de nouveautés qu'ils apportent, alors défendable ou pas, hein, ça c'est chacun a son avis là-dessus. Mais par contre, des gens qui disent il y a jamais rien qui change, mais par contre ils sont encore dans une version 2018, 2019 de Revit, forcément pour ces gens-là, l'IFC ça marche pas. Parce qu'en fait, les efforts qu'ils ont peut-être fournis sur l'IFC ces 2 dernières années. Puis si vous n'êtes pas en Revit 2023 et bientôt 2024 qui va sortir dans peu de temps, finalement, on retrouve pas ces nouveautés. On va pas pouvoir profiter de ces avantages. Donc c'est souvent difficile en fait de discuter avec des gens qui nous disent mais l'Open BIM ça marche pas, mais j'ai une version de mon logiciel qui date d'il y a 5 ans en arrière. Forcément, il y a 5 ans. L'esprit de l'Open BIM, il n'était pas ce qu'il était. La maturité de l'Open BIM n'était pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc, les logiciels n'étaient pas compatibles pour faire ça.
Donc voilà, pour moi, il y a aussi ça. C'est si on veut vraiment prendre le pas de l'OpenBIM, ça veut dire venir profiter de ses avantages, donc mettre à jour nos outils. Ça viendra. À force de faire de communication, ça va venir. Ouais, ça va venir. Si vous étiez à notre place, quelle serait la question que vous poseriez à laquelle on n'a pas pensé? À froid là comme ça. J'ai pas d'idée là. Non, moi ce serait plus est-ce qu'on pense qu'on va arriver à faire intégrer à tout le monde cette méthode de travail, parce qu'en réalité voilà, c'est clair que ceux qui sont un peu en dehors voient que le modèle 3D, mais en fait on peut apporter beaucoup plus à des corps de métier où le 3D est pas forcément important, où c'est plus de la donnée uniquement. Et puis je pense que c'est ce côté-là qu'on va devoir faire passer le message aux gens, puis où on aura encore quelques années devant nous, je pense. Ouais, alors je pense effectivement un gros challenge, c'est de faire passer ça. Puis alors, c'est vrai que nous on parle souvent, on va dire dans l'équipe technique du BIM, on en parle de plus en plus. Dernièrement, là, j'ai même eu un maître d'ouvrage qui m'a dit, en fait, la plateforme collaborative qu'on a, elle est super chouette parce qu'on a la possibilité de faire de la validation de documents. Et il a dit, les factures qui viennent de votre secrétaire, je veux que ça passe par l'outil de validation des documents qu'on a mis en route. Alors, lui, dans son idée, il voulait plus qu'il y ait d'échanges autres que par ça. Comme ça, lui, il pouvait valider, ça part directement au service compta chez eux. Et puis, il veut qu'on intègre même cette partie-là dans la plateforme collaborative. Alors, c'est peut-être extrême, mais dans son idée, on met en place des outils, on met en place des moyens de communication qui sont rattachés, on va dire, finalement à toute la documentation du projet, y compris les plannings, les PV de séance, la facturation, et puis la validation de tous ces éléments. Je crois qu'il faut être un peu pragmatique. Des fois, on va amener ces nouveaux outils et puis on a envie de les utiliser à 150% pour des fonctionnalités pour lesquelles ces outils n'ont pas été conçus. Et moi, c'est la crainte que j'ai sur l'utilisation de ces plateformes collaboratives, parce que maintenant, on parle de plateformes collaboratives sur quasiment tous les projets. On est obligé d'avoir un favori plateforme collaborative dans lequel il y a au moins 10 liens, parce qu'il y a 10 plateformes collaboratives différentes. On ne reçoit bientôt que des informations à travers ces plateformes collaboratives. Moi, j'utilise beaucoup ACC, donc Docs de chez Autodesk. Je pense que je dois recevoir 20 mails de Docs. Et puis des fois, c'est simplement pour m'indiquer un problème parce qu'il y a un clash entre un chemin de câble et puis une conduite. Bon, pas trop grave. Puis pour une autre information, je dois rendre un modèle pour le lendemain. Et au bout d'un moment, vouloir toujours tout passer par ces plateformes, je trouve qu'on manque un petit peu de pragmatisme et d'agilité. Oui, on met une plateforme, oui, on centralise les documents. Après, ça doit pas être notre outil pour tout. Le mail, c'est quand même bien encore, faut pas oublier. Et le téléphone. Moi, et le téléphone, ouais. Merci. Et le téléphone. Je veux dire... Parce que je t'ai affecté un problème, t'as oublié de le traiter. Ah ouais, excuse-moi, j'en ai reçu 40 de problèmes hier, quoi. Mais c'est vrai que les gens ils disent ah ouais mais en fait je t'ai mis un problème, c'est une urgence. Si c'est une urgence, lance-moi un coup de fil, quoi. Je veux dire c'est ce qui marche encore le mieux. Si je suis disponible, je te réponds direct. C'est compliqué. Alors c'est assez marrant parce que on met en place ces plateformes collaboratives. Il y en a qui veulent pas changer, qui veulent continuer à faire par mail, qui déposent jamais un fichier sur la plateforme. C'est un problème. Et t'as les autres qui veulent absolument utiliser cet outil tout le temps, cet outil. Et puis c'est aussi un problème. Alors voilà, il y a une maturité qui va se mettre en place. Et au bout d'un moment, on va savoir. Quand Teams est arrivé aussi sur la table pendant le Covid, maintenant il y a encore les chats. Je t'ai envoyé un Teams, Outlook, plateforme collaborative, WhatsApp, SMS. On se perd. Ouais. En fait, on essaie de mettre en place une meilleure gestion de l'information. Et puis en fait, j'ai l'impression que dans un premier temps, on a surtout augmenté le nombre d'informations. Mais c'est clair, le marché se teste encore un petit peu. Ouais. Enfin, les pratiques se testent aussi un petit peu. Et puis, forcément, on va sortir des bonnes tendances. Puis c'est que comme ça qu'on arrivera à des solutions qui marchent bien. Mais oui. Est-ce qu'il y a un thème que vous voudriez encore apporter ? Enfin, moi, si je peux juste faire un retour d'expérience sur l'application de l'implémentation du BIM chez RVB, je pense que une des clés du succès,
ça a été un conseil de direction et un conseil d'administration qui ont été ouverts à ce changement. Et en fait, quand j'y réfléchis, il aurait suffi que le conseil de direction ou le conseil d'administration disent non, et puis en fait, le BIM n'existerait pas chez RVB, quoi. Donc, c'est important d'avoir des personnes qui sont tout en haut de la pyramide, en haut de la hiérarchie, les décideurs. C'est important qu'ils soient ouverts d'esprit et puis qu'ils soient convaincus par le BIM. S'ils sont pas convaincus par le BIM, je pense que c'est compliqué d'implémenter le BIM au sein d'une entreprise. Et aujourd'hui, on a, je pense, cette chance que la plupart, si ce n'est pas la totalité des directeurs du groupe RVB soient convaincus de cette méthodologie. Même si parfois ils la comprennent pas tout à fait, même si parfois ça n'a aucun impact sur leur domaine. Mais voilà, ils sont convaincus et puis ils nous laissent aller. Okay. Pour moi, c'est la clé du succès. Ça aurait pu être mort-né, cette histoire de BIM chez RVB. Et je pense que ça a été le cas dans plein d'entreprises où dans le directeur, ton BIM, tu le gardes de ton côté. Moi, j'y crois pas. Terminé. Et qu'effectivement, je pense aussi les directeurs qui se forment pour ça, pas forcément besoin de faire un CAS, ou d'avoir un niveau un peu plus poussé, mais au moins rien que des formations Building Smart ou comme ça, histoire que les gens se posent les questions en fait. Être sensible. C'est que ça rentre dans la tête et puis après on commence à se poser des questions. Et depuis ce moment-là, peut-être qu'on est aussi réactif différemment en rapport aux demandes qui viennent de peut-être plus bas. Parce que c'est grâce à ce budget qui a été alloué. T'as posé la question à Joël, puis après je crois qu'on a un petit peu, on n'a pas été plus loin, mais ce budget qui nous a été alloué à la commission BIM, il a été sur une durée de 3 ans. Donc avec Joël et la commission BIM, on s'occupe de gérer ce budget. Mais grâce à ce budget, dès le moment où on sait qu'il y a une idée de la part d'un collaborateur pour essayer quelque chose, on avait de l'argent. Ouais. Une sorte de prise de risque. Voilà. En fait, c'est ce budget BIM qui permettait de faire cette prise de risque. Ok, ça, c'est quelque chose qu'on doit creuser. Vas-y, tu as 2, 3, 4 000 francs pour aller de l'avant. Ça, ce budget BIM nous a permis de développer plein de choses, parce que même quand c'était des idées qui venaient d'une autre société que là, celle où je suis ou celle où Joël est, il m'appelait, il me dit j'ai une idée, ok, tu peux y aller, tu mets tes heures sous ça sera facturé sur le budget BIM, mais c'est pas ta société qui va en pâtir. Parce que, en tant que responsable BIM d'entreprise, j'estime que ton idée pourrait apporter une plus-value pour l'ensemble du groupe, ou pour une partie. Ouais, mais c'est vrai, c'est clair. Enfin, moi, je l'ai vu dans pas mal de sociétés, un peu, comme on dit, avec le réseau qu'on a, des gens qui se cassent les dents, vraiment, sur faire comprendre qu'est-ce que c'est de la construction numérique, qu'est-ce que c'est du BIM, à des gens qui peut-être sont moins ouverts ou qui n'ont pas le temps de s'y intéresser. C'est compliqué. Puis souvent, ça fait des collaborateurs qui deviennent frustrés, qui quittent. Donc, puis souvent, c'est des gens qui sont passionnés à la base, donc c'est des collaborateurs qu'on n'a pas forcément envie de voir partir. Ouais. Donc, je pense que d'avoir effectivement une direction qui est ouverte à ça et qui, même si c'est pas à eux d'être moteur, on va dire, dans le domaine du digital, mais en fait qui disent ok, on est conscient que c'est important, on met une équipe, puis eux, on leur donne un peu, alors pas forcément carte blanche, mais un budget, puis dans ce cadre-là, on les laisse faire, c'est important. Ça a été la réussite. Mais je pense, comme tu dis, une équipe aussi. Parce qu'une personne motivée dans une société, c'est très bien. Mais même si la direction dit « Ok, tu peux y aller, vas-y », la personne qui se lance toute seule, si tout d'un coup, elle sent qu'elle n'a pas du tout de soutien, mais qu'elle avance quand même dans son truc, le jour où elle part, il suffit que la société soit lancée dans des projets. Par exemple, en disant « Maintenant, nous, on fait du BIM. » Donc, le BIM repose sur une personne dans la société. Le jour où la personne part, la société, elle perd tout. Parce qu'en fait, elle a quand même des contrats qui sont en cours pour des prestations qu'elle n'est plus capable de rendre, en fait. Ah, mais c'est un gros risque, c'est clair. Ouais. Donc, c'est pour ça le côté équipe qui est... Parce que ça permet d'avoir peut-être pas forcément une redondance 1 pour 1, mais en tout cas, des gens autour qui sont toujours là pour... puis c'est aussi, en termes de synergie, ça donne aussi la motivation à continuer. Quand t'es tout seul, à un moment donné, c'est un peu lassant. Puis au début, on était un peu les deux tout seuls. Quand on a défini cette stratégie, on savait pas comment aller, où aller, etc., etc. Puis je me rappelle, on était en train de se prendre la tête
sur cette stratégie, sur la façon dont on allait monter, notamment cette matrice d'évaluation. Puis, franchement, ça faisait 3 heures qu'on était dessus, puis on avait l'impression de ne pas avancer, ou on savait pas. Puis là, on a un directeur qui est venu dans la pièce, donc un autre directeur, puis qui a regardé, puis qui nous a dit « Ça sert à rien ce que vous faites ». Puis il est reparti. Mais, et ben ça, franchement, moi, je sais pas comment Joël l'a ressenti, mais moi, ça m'a fait du mal. Parce que, en fait, on pataugeait, puis on avait tout sauf envie d'entendre une personne négative nous dire que ce qu'on faisait, ça servait à rien. Ouais. Puis heureusement qu'on s'est dit non, ça sert pas à rien. On continue. Puis finalement, ben, cet outil qu'on a mis en place cet après-midi-là, ben, c'est toujours notre outil de gouvernance, si on veut, de cette stratégie. Ouais, qui nous permet de surveiller un peu, de voir comment est-ce qu'on a évolué par rapport à... Parce que le budget qui a été calculé, il est sorti de notre tête aussi un peu au pouce, comme ça. Hein. Il est calculé sur cette base-là, en disant, OK, ben, niveau informatique, on voit qu'on a un certain nombre de points. Si on veut pouvoir évoluer, on doit faire évoluer notre parc machine. C'est un investissement de temps. Et puis, du coup, on a chiffré tout ça là-dessus. Donc, si notre matrice, elle tenait pas le coup au départ, ça voulait dire que le budget tenait pas le coup non plus. Et puis, on voit, ben, maintenant, au bout du budget, des 3 ans de budget, joliment. Enfin, 2 ans déjà fait, puis il reste une année. On voit qu'on est dans les clous, quoi. Donc, du coup... Et puis là, le budget, il est renouvelé ou comment c'est organisé pour la suite? Parce que finalement, c'était un budget, on va dire, lancement, parce que vous partiez de zéro. Ouais. Là, maintenant, est-ce que c'est les projets qui vont amener, on va dire, une partie du projet sera utilisée pour continuer de développer les outils, ou bien à nouveau un budget? Ben, ce qu'on aimerait, c'est que ce qu'on a mis en place soit payé par les projets, parce que c'est des processus qui sont intégrés chez nous. Et on aimerait se concentrer sur de la pure veille technologique et de la recherche et développement, les différents axes que je vous ai cités là. Puis, de toute façon, la formation, ça, il faut qu'on conserve. Hein. Ça, c'est inévitable, toujours former les gens. Et chaque année, je fais un bilan que je présente au conseil de direction, en l'occurrence, où je leur dis, voilà, on a dépensé ça, puis ça. Il nous reste tant. Je leur dis aussi, je suis content, nous sommes contents de ce qui a été dépensé pour ça. Là, on s'est trompé, je suis complètement transparent. Et puis, l'année prochaine, on arrivera au bout du budget. Et je leur ai déjà dit qu'il y aurait certainement un prolongement de ce budget parce qu'on peut pas arrêter d'investir, en fait. Le mieux, c'est d'essayer d'investir puis que ça soit toujours pris par les projets. Mais si on veut développer des nouvelles choses, c'est impossible. Donc, oui, il y aura un nouveau budget. Surtout en ayant ce principe. Puis ça, c'est encore, je pense, une difficulté aussi chez nous, c'est qu'on a ce principe multi-société. Donc, chaque société doit faire son chiffre d'affaires. Donc, s'il y a qu'une société qui prend des risques, ben, elle va pas accepter d'avoir son chiffre d'affaires ou en tout cas son bénéfice qui baisse, alors que c'est aussi les autres qui en profitent. Donc, c'est toujours essayer de trouver cet équilibre, d'où le fait que ce budget soit au niveau du groupe, quoi. Ce qui permet d'éviter qu'il y en a qui payent tout, et puis d'autres rien du tout. Ça permet peut-être d'équilibrer un peu. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous passionnent ou vous intéressent spécialement en ce moment? Moi, c'est le changement. Ouais. En fait, la manière d'amener le changement à travers nos processus pour nos collaborateurs, pour nos clients. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien... Je sais qu'il y a un CAS, je sais plus comment il s'appelle ce CAS, en gestion du changement. C'est ça. Je dois avouer qu'il m'intéresse parce que je pense que c'est aussi une des clés du succès. Comment amener ces nouveaux outils pour qu'ils soient intégrés et surtout comment amener ce changement chez nos clients. Parce que en fait, finalement, il y a des clients qui veulent du BIM. Et on sait tous que si on veut faire du BIM, théoriquement, on doit avoir un décalage de l'effort vers le début du projet. Mais ils veulent pas toucher au planning. C'est-à-dire, je veux faire du BIM, mais finalement, je veux pas changer comment on travaille. Bah oui, mais ça va pas. Donc, il faut aussi réussir à leur faire comprendre ce changement. Je pense qu'il y a des outils qu'on doit mettre en place, et puis je pense que là, je dois progresser dans ce cadre-là. Ok. Ah, puis moi, ce que j'aime bien, je pense, c'est ce côté nouveau.
toujours, je veux dire, on n'a pas le temps de s'embêter. En fait, il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Justement, des gens dans un projet qui peuvent avoir un bon niveau de maturité. Donc, avec eux, on peut parler assez technique, assez poussé. Et puis, des gens qui découvrent un peu la chose et puis sur lesquels il faut un peu plus développer. Ça, je trouve aussi assez sympa, des fois, de reprendre les bases pour expliquer aux gens, bah voilà, l'idée, c'est d'arriver là, on doit passer par ces étapes-là, on va devoir faire ça. Et puis, justement, de les amener, en fait, les faire évoluer en compétences. En fait, c'est ça, c'est ce côté formation. Je pense qu'on a quand même un rôle en tant que bureau d'ingénieur de former les gens pour les faire comprendre un petit peu tout ça. Je peux comprendre que le maître d'ouvrage n'arrive pas avec ces demandes-là, parce que déjà, il en a peut-être jamais entendu parler avant, donc il sait pas non plus qu'est-ce que ça peut lui apporter. Donc, je pense que c'est aussi notre rôle de conseiller, d'amener ça. Mais du coup, de la formation qui va derrière. Parce qu'on va pas leur demander juste, vous voulez faire du BIM sur ce projet? Pour une personne qui ne sait pas de quoi on parle. Donc, je pense, apporter cette partie-là, c'est aussi très intéressant. Ouais. Vous avez des recommandations, documents, chaînes YouTube, podcasts, autres sources d'informations? Spécifiquement, non. Moi, je suis assez LinkedIn aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a, du fait que ce soit un peu plus professionnel, les gens aiment bien échanger sur un peu les nouveautés qu'ils ont fait, des choses comme ça. Mais spécifiquement, non. Moi, je suis plutôt... Alors, YouTube, on se peut vite s'y perdre. Hein. J'avoue que j'ai pas de chaîne spécifique. Voilà, ça dépend toujours un peu des domaines. Ça peut être une chaîne très pointue sur un domaine ou autre, mais j'avoue que j'ai pas forcément de référence précise à donner. Ok. Mais dès qu'on LinkedIn cherche, plutôt LinkedIn. Ouais. Ça dépend après ce qu'on cherche. Hein. Ouais. Moi, je trouve que le site de Bâtir Digital Suisse, la documentation de Bâtir Digital Suisse, elle est vraiment de qualité. Donc ça, je pense qu'on peut que la conseiller. Ouais. Et puis, nous, on apprend beaucoup aussi à travers les conférences ou les séminaires, ou BIM World à Paris. Voilà, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est important. Ouais, c'est ça, pas hésiter à faire ce genre de conférences. Surtout, je pense qu'on veut débuter les locales, comme à Lausanne, pour voir déjà des gens, peut-être qu'on connaît aussi, parce qu'on a fait déjà d'autres projets avec, ou comme ça, c'est peut-être plus facile de rentrer dans ce petit monde par ça. C'est vrai qu'on avait été à Paris au BIM World, c'est encore autre chose, quoi. Là, faudrait participer aux conférences ou comme ça, et là, je pense qu'il y a des thèmes qui peuvent être l'année prochaine pointus. Et puis, est-ce que vous avez des avis sur des gens qu'on devrait inviter pour des prochains épisodes ou des thèmes qu'on devrait aborder pour des prochains épisodes? Des clients, je sais pas si vous avez déjà invité des maîtres d'ouvrage qui sont convaincus par le BIM, puis qui essaient de mettre ça en place avec des mandataires, qui ont un âme au BIM, etc. Je pense que ça serait intéressant. Alors évidemment, il y a les gros clients comme CFF, Pharma Suisse qui, je sais pas si vous avez ça dans vos contacts, mais je pense que ça serait intéressant. Si ça n'a pas déjà été fait. Hein. Alors, on a fait un épisode avec le responsable du centre de compétences BIM. Alors, pardon, j'ai pas tout vu. Il n'est pas encore sorti. Alors, c'est bon. On l'a juste tourné pour le moment. Ok. Je pense que ça serait intéressant. Et puis, on remarque avec Joël, c'est qu'on n'a pas la même force de frappe. Un bureau d'ingénieur, typiquement, qu'une entreprise totale qui, elle, a des retours sur investissement qui sont directs. Et voilà, on a suivi quelques conférences à cette conférence BIM d'entreprise totale ou générale. Et je pense que ça, c'est intéressant de savoir comment... Parce que eux, ils ont l'argent derrière. Nous, on a le besoin d'exister en tant que bureau d'ingénieur, parce que si on part pas dans le BIM, on est mort. Eux, ils ont un retour sur investissement direct. Parce que mon directeur général me demande toujours quel est le retour sur investissement de ton BIM. C'est dur, hein. Ouais. Pour une entreprise générale, par contre, on peut le calculer. Je pense que ça serait intéressant d'avoir le rapport. Entreprise générale. Ouais. Après, ça peut peut-être être intéressant d'avoir quelqu'un comme par exemple du canton de Genève ou comme ça, pour tout ce qui est les mises à l'enquête et tout. Le fait qu'il soit numérisé et tout ça, je pense que ça peut être... C'est déjà prévu. Ouais. Ça a été recommandé, puis c'est en cours de discussion. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. C'est intéressant ce qu'ils ont mis en place, ouais. Mais oui, c'est vrai que pour nous, les axes, un petit peu maintenant, c'est vrai qu'on trouve assez facilement des ingénieurs, des architectes, des maîtres d'ouvrage. On a aussi quelques personnes qui se sont proposées. On a spontanément à la conférence BIM cette année aussi une entreprise générale qui nous a dit on serait intéressé à venir présenter un peu ce qu'on fait avec le BIM. Cool. Mais c'est vrai qu'on est ouvert à avoir des profils un petit peu
comme ça différents. On a discuté avec Nicolas Pierret justement de la gestion du changement puis de l'innovation. Et puis, alors, personnellement, moi j'aimerais bien aussi qu'on trouve peut-être un psychologue du travail qui nous parle justement de quel est l'impact du numérique. La résistance au changement. Ouais, puis aussi sur le stress peut-être qui est provoqué par cette disponibilité tout le temps qu'on a maintenant dans nos métiers via justement Teams, comme on disait, les plateformes collaboratives. Quel impact ça a, positif ou négatif, dans nos habitudes de travail. Donc ça, je pense, c'est aussi un sujet qui pourrait être à traiter. Puis un exploitant. Et un exploitant. Ça serait clair. Top. Ouais, je sais où trouver. Ok. Est-ce que vous avez des conseils pour nos prochains invités? Détendez-vous peut-être plus que moi. Non, j'ai pas de conseils. Enfin, je pense qu'il faut pas refuser cette conversation parce que j'ai trouvé ça sympa, détendu. Bon, tu m'avais dit que j'allais vite oublier la caméra. Oui. Pour moi, elle est toujours là. Non, mais c'est sympa. Franchement, c'est détendu. Et puis voilà, si on peut, peut-être que les gens qui vont nous écouter, ils vont trouver qu'il y a 1% d'intéressant. C'est toujours ça de prix. Ouais, j'ai appris. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas. C'est essayer d'être détendu. C'est vrai que le but c'est de parler ouvertement. Je pense qu'il faut oser exprimer. Nous, on n'a pas eu que des bonnes expériences. C'était pas forcément facile. On n'est pas des experts. On n'est pas des. Enfin voilà quoi. On a nos failles, clairement. Je pense qu'il faut accepter qu'on soit tous dans une phase de progression. Donc, faut pas arriver ici en pensant que on a besoin de tout savoir. Enfin, je pense que. Voilà. Ouais. Du coup, après tous ces thèmes traités aujourd'hui, si chacun de vous devait transmettre un message important à des gens qui souhaitent digitaliser ou changer leur manière de travailler, ce serait quoi? Que l'erreur fait partie du processus. Enfin voilà, moi il faut y aller et puis vous allez commettre évidemment des erreurs. Le but c'est pas de les commettre plusieurs fois. Voilà. Ouais, puis peut-être de s'entourer aussi. Faut se dire, on est dans un domaine, je sais pas, si je prends un architecte ou comme ça, est-ce qu'il a pas tout intérêt à se renseigner chez un architecte avec qui il travaille régulièrement ou comme ça, puis oser poser des questions. Il y a aussi, c'est clair que c'est peut-être un concurrent ou comme ça, mais il faut aussi, c'est comme là, la discussion, elle est très ouverte. On pourrait être concurrent sur des projets ou je sais quoi, c'est de se dire non, faut, à un certain moment, c'est un plus pour tout le monde et puis on peut essayer d'en discuter. Et puis, c'est vrai qu'en ayant des retours d'expérience d'autres personnes, on peut peut-être progresser plus vite en faisant certaines erreurs en moins, quoi, au départ. Et puis, t'as raison, il faut pas hésiter à appeler ses connaissances, son réseau. En tout cas, je pense que je peux parler au nom de nous deux, mais on est tout à fait à disposition pour répondre à un mail ou à un téléphone d'une entreprise qui a envie de se lancer et puis qui a besoin de conseils. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça. Si on veut, avec Joël, on est convaincu par le BIM. Et si on veut que le BIM fasse partie de nos processus standards rapidement, il faut qu'on partage. Il faut pas faire de rétention d'informations. Il faut que ça marche sur toute la chaîne, quoi. Ouais. Faut que ça marche sur toute la chaîne pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, en tant que coordinateur, c'est pas forcément sympa d'avoir ce rôle de policier, quoi. De dire, ce que moi est rendu, c'est vraiment un peu limite. Enfin, voilà. Donc, c'est pas toujours intéressant. Tandis que de dire, OK, il y a ça qui va pas. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qui vous a posé problème? Est-ce que, voilà. Ouais. Moi, j'hésite pas non plus à faire des séances pour discuter de ça avec un fournisseur. Et puis on voit tout d'un coup 1 heure de séance, ça débloque. Et puis la fois d'après, on a complètement un autre rendu, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu un petit déclic, il y a quelque chose qui a été compris, et puis ça suffit. Mais c'est souvent ça. Enfin, je trouve les gens qui ont un rôle, on va dire plus, soit de contrôle, soit de gestion du BIM sur les projets. À l'heure actuelle, on sait que le niveau de maturité de la plupart des mandataires, c'est de l'expérimentation. Puis finalement, plutôt que de venir taper sur le mandataire en lui disant ce que tu as fait, ça convient pas, on gagne souvent du temps à lui dire moi je te propose peut-être la solution que j'ai. Dis-moi pourquoi finalement t'en arrives à ce résultat-là, puis essayer de comprendre et puis de travailler avec les gens pour essayer de trouver des solutions.
Accompagner. Accompagner, ouais. Ça, c'est sûr. Alors ça, on en est intimement convaincu avec Joël. Alors là, on est vraiment dans le projet, mais on a commis aussi cette erreur parfois de dire c'est dans le PEB. Et puis vous avez, entre guillemets, on s'attend à ce que vous appliquiez le PEB. Mais en fait, non, il faut leur mettre le nez dessus. Et puis des fois, ils n'arrivent pas. Il faut les accompagner. Je pense que le rôle d'un coordinateur BIM sur un projet, surtout aujourd'hui, c'est d'accompagner. Hyper important. Et pour dire, j'ai vécu un projet où il y a une personne qui faisait du BIM, c'était un modeleur, donc j'avais tout discuté avec lui, on était d'accord sur les rendus, ça marchait bien, la personne part, c'est quelqu'un d'autre qui récupère derrière, et là je passe des heures à faire des échanges pour comprendre, enfin, parce que je comprends pas qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça aille pas, en fait. Déjà au début, je savais pas forcément que la personne n'était plus là, donc je comprenais pas qu'est-ce qui avait changé, et puis après, voilà, peut-être de passer 1 heure de discuter pour régler ça. Ça aurait évité des échanges multiples. Vous connaissez le jeu du portrait chinois? Bon, vous êtes 2, ça va être compliqué, on va essayer quand même. C'est des questions toutes courtes, vous devez répondre assez rapidement. Accent jurassien ou fribourgeois? Jurassien. J'ai répondu plus vite. Le fribourgeois est mieux. Ouais. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'accent à Fribourg, en fait. Ouais, quand même, mais c'est pas d'accent. Bah non, il n'y a pas d'accent, c'est les autres qui ont les accents. Ah ouais. C'est toujours les autres. Ouais. À Saint-Martin ou le carnaval? Carnaval. À Saint-Martin. Mais j'attends de me faire inviter pour une Saint-Martin pour pouvoir comparer. Ok. Fragmenté ou centralisé? Centralisé. Ah non, fragmenté. Ouais. Ok. On essaye de centraliser. On essaye de centraliser les processus tout en étant fragmenté. Je pense que c'est une force d'être fragmenté. Transport public ou transport individuel? Individuel. J'habite au Jura, donc... T'as pas le choix. Ouais, je vais pas dire j'ai pas le choix, mais voilà. Mais ça peut être individuel vélo aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Open BIM ou close BIM? Open. Ok. Votre meilleur moment de la journée? J'aime bien la pause de midi. Ouais. Ah, d'une manière générale? Ouais, bien sûr. Ah, moi, j'adore aller me coucher le soir. Ok. Merci Joël et Johan pour cette belle discussion et merci d'être venus nous rencontrer pour ce moment. Merci à vous. Merci à vous, ouais. Et on profite aussi à dire merci à Michel Berger pour l'accueil et pour dans ces locaux. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cette conversation constructive. On espère qu'elle t'a été instructive et on se revoit bientôt pour le prochain épisode. Si entre-temps tu souhaites soutenir le projet, n'hésite pas à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous contacter pour nous proposer des thèmes, des invités ou nous indiquer ce qui pourrait être amélioré pour la suite de ces épisodes. Belle journée, à bientôt!